Je vais essayer, de manière assez synthétique, d'évoquer à la fois la personnalité, qui pour certains d'entre vous est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et par ailleurs, à travers cette personnalité, essayer d'évoquer quelques clés de l'histoire de la Ve République et de l'actualité de la Ve République. Ce qui fait l'intérêt de la personnalité de Philippe Séguin, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est que c'est à la fois une personnalité intéressante, attachante et riche, un personnage politique assez rare, et en même temps, comme dirait l'autre, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup sur l'histoire de la Ve République et sur son fonctionnement actuel, beaucoup sur l'Europe, beaucoup, comme le disait Pierre Mussot, sur la mondialisation. Il a été un des premiers, finalement, à traiter de cette question de la mondialisation, lorsqu'il a quitté la politique, il est allé, ou lorsqu'il était sur le point de quitter la politique, il est allé faire cours au Québec sur ce thème. Il a choisi ce thème qui lui était cher et il a traité de cette réalité. Il n'aimait pas ce que la mondialisation annonçait, mais il pensait qu'il fallait s'armer pour essayer de maîtriser un certain nombre de ses effets. Comme il y avait un mot qu'il n'aimait pas, non pas dans son origine, mais dans la façon dont on l'utilisait en France, c'est le mot gouvernance. Non pas au sens où on l'utilise à l'étranger, mais le sens où on l'utilise en France. Donc il avait une capacité conceptuelle. Donc je vais procéder en deux temps en réalité. Je vais d'abord vous évoquer le personnage, parce que je vous parle d'un livre, d'une biographie, et d'un homme qui a un destin. Et puis ensuite, essayer de voir ce que ce personnage représente et les éléments de compréhension qu'il nous donne pour l'histoire des institutions françaises et pour la réalité politique française et européenne aujourd'hui. Il a été, la première chose quand on évoque le personnage, c'est le contraste entre le retentissement qu'a eu sa mort en France en janvier 2010, qui a été considérable, et la carrière politique, qui était importante, mais qui n'était pas énorme par les responsabilités exercées. Il était, comme Pierre Mussot le rappelait tout à l'heure, député, un député important, un député des Vosges, et une figure importante d'un mouvement de la droite française qui était la pierre angulaire de la politique, qui était le Rassemblement pour la République, créé en 1976 par Jacques Chirac à partir du mouvement gaulliste traditionnel qui était l'UDR, et qui, au début des années 2000, a été véritablement une force politique de premier ordre, et qui a d'ailleurs porté au pouvoir Jacques Chirac en 1995. Donc il a été une personnalité politique importante, mais il n'était ministre qu'une fois, en 1986, dans un contexte, il est vrai, particulier, qui était celui d'une cohabitation entre le président de la République et le Premier ministre qui était sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Le président de la République présidant le Conseil des ministres, homme un peu entravé face à un Conseil des ministres qu'il ne dirigeait plus, alors que toute la conception de la Ve République reposait sur la force de l'exécutif. L'exécutif était brisé en deux, et le président de la République devenait une force d'empêchement alors qu'il devait être une force d'impulsion. Et c'est quelque chose qui a fait un grand tort aux institutions en 1986, c'est que nous avons revécu à deux reprises, entre 93 et 95, et pour la plus longue des cohabitations, entre 95 et 2002. Et ça a laissé des marques dans nos institutions. Donc il était ministre simplement pendant ces 2 ans, mais d'abord 2 années qui ont été intenses, et puis 2 années où il a occupé des fonctions considérables, un énorme ministère des Affaires sociales, et on va y revenir, c'est important dans l'histoire de la Ve République, puisque le social, c'est quelque chose qui est au cœur de la conception gaullienne de la Ve République, même si les épigones ont quelquefois tendance à l'oublier. Et puis il était président de l'Assemblée nationale de 93 à 97. Là aussi, la fonction de président de l'Assemblée nationale, je dirais, en France, l'Assemblée nationale n'est pas la force première dans les institutions françaises. Ça n'a pas été conçu comme tel sous la Ve République. Et puis, la force
la présence du président de l'Assemblée nationale dans les institutions, qui n'est pas le deuxième personnage de l'État, mais le quatrième, la force du président correspond beaucoup à son, pour utiliser une expression un peu toute faite, à son équation personnelle. Et donc il y a des grands présidents de l'Assemblée nationale, puis il y en a des petits. Le tri est vite fait, il suffit de prendre la liste, et Philippe Séguin, incontestablement, a été un grand, et je crois que personne ne le conteste. Voilà, c'était ces deux fonctions fondamentales sur le plan national, avec évidemment son mandat parlementaire et son mandat de maire d'une ville de 38 000 habitants, 35-38 000 habitants, une ville moyenne de l'Est de la France, mais dont il a fait une sorte, plus que d'un laboratoire, dont il a fait une sorte d'activité, source d'activité foisonnante, et qu'il a complètement transformée. Et il y a un contraste entre ces activités, ces fonctions qu'il exerçait, qui sont importantes, mais qui n'a pas été président de la République, il n'a pas été Premier ministre, même s'il en a été question à plusieurs reprises dans les années 90, il n'a pas exercé de fonctions ministérielles longues ni multiples. Et pourtant, quand il est mort, en janvier 2010, ça a été quelque chose de considérable. Et j'étais à l'étranger, je suis rentré à temps pour les funérailles, qui étaient des funérailles officielles aux Invalides, où il y avait toute la République. Il manquait deux premiers ministres, deux anciens premiers ministres particulièrement vindicatifs envers Philippe Séguin, mais il y avait véritablement, il y a eu un discours du président de la République, Nicolas Sarkozy. L'église était pleine de toutes les personnalités possibles et imaginables, et la presse surtout. C'est là-dessus que je voulais insister. La presse a été très 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 considérable, d'énormes articles dans la presse française, de bons articles. Voilà, le personnage, c'est-à-dire comme si les gens avaient compris, je dis les gens, c'est-à-dire les médias, les relais d'opinion, et même la classe politique avait compris que c'était pas un homme ordinaire qui disparaissait, mais quelqu'un, un certain modèle d'homme politique qu'on ne reverrait pas de sitôt. C'est pour ça que j'ai sous-titré le livre « Le remords de la droite », mais ça aurait pu être aussi le remords d'une certaine gauche, parce que Philippe Séguin était très estimé aussi à gauche. On disait qu'il était le Chevènement de la droite, on disait de Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, qui est aujourd'hui encore une figure écoutée dans le débat politique et intellectuel, on disait de Jean-Pierre Chevènement qu'il était le Séguin de la gauche, etc. etc. Donc il y a eu véritablement ce sentiment, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité évoquer le personnage et faire cette biographie. Sur sa vie, je vais être très synthétique, je vais simplement essayer rapidement de vous faire ressortir les points de convergence, les points d'articulation avec l'histoire de la France, l'histoire politique de la France, l'histoire de la Ve République, parce qu'ils sont assez saisissants. Je précise, pour ne plus y revenir, que c'est un homme que j'ai étudié comme objet d'histoire. J'ai voulu mettre de la distance entre lui et moi pour éviter de faire ce que toute personne l'ayant connu peut être tentée de faire, c'est-à-dire faire indirectement quelque chose dont on parle beaucoup de soi et non pas du sujet, directement ou indirectement. Et ça m'a été rendu facile parce que j'ai eu accès, grâce à la famille, aux archives privées de Philippe Séguin, qui sont aux archives nationales, à Pierrefitte, et qui sont très riches, parce que c'était un homme qui a noté beaucoup, qui faisait beaucoup d'analyses conceptuelles et politiques des faits. Et donc, je n'ai pas tout vu, il y avait des centaines de cartons d'archives, mais grâce à un inventaire particulièrement bien fait, j'ai pu aller là où je savais qu'il y avait des choses qui m'intéresseraient plus particulièrement. Et puis j'ai travaillé avec lui, donc, comme le disait Pierre Musso, j'ai été son collaborateur à l'Assemblée nationale, mais avant j'avais été son stagiaire de l'École nationale d'administration, puisque depuis la création de l'ENA en 1945, à l'époque ça ne se faisait pas les stages comme ça se fait partout, c'était quelque chose d'assez nouveau. Depuis la création de l'École nationale d'administration, qui est un modèle de formation des hauts fonctionnaires qui a été conçu pour échapper au schéma universitaire classique, le stage représente la moitié de la scolarité, et les stages, et donc j'ai fait un stage de 7 mois auprès de lui, qui était comme maire d'Épinal. Il y avait des stages en mairie, il y en avait très peu, le modèle c'était plutôt le stage en préfecture et en ambassade, il y en a toujours eu très peu, mais là c'était un stage auprès d'un maire, et il venait juste de quitter ses fonctions ministérielles, c'était il y a 30 ans, et donc c'était un point d'observation extraordinaire pour voir un homme d'État dans sa ville. Et je l'ai retrouvé donc à l'Assemblée nationale entre 1995 et 1997,
Et j'ai continué à le travailler un petit peu pour lui, officieusement, quand il était président du Rassemblement pour la République. Et puis, je vais continuer à le voir, à le rencontrer jusqu'à sa mort. Donc, il y avait un lien, évidemment, affectif, mais que j'ai essayé de dépasser, que je crois avoir dépassé, mais qui m'a en même temps permis de comprendre comment il fonctionnait. Donc très, très brièvement sur sa vie, sur la carrière de ce personnage, quelles sont les choses à mettre en évidence pour comprendre son mode, son rapport à la France, à l'Europe, au monde, parce que c'est un rapport multiple. Il est né en 1943, au moment où les combats faisaient rage en Afrique du Nord, entre les troupes alliées et les forces de l'Axe, au moment où Tunis était libérée. Il est né en Tunisie en avril 1943, dans le fracas donc des armes. Il n'a quasiment pas connu son père. Son père était un tout jeune homme aspirant qui a été tué en 1944 dans les combats en France pour la libération du territoire. Le territoire n'a pas été libéré que par la résistance et par l'armée américaine. Il était libéré aussi par l'armée française reconstituée, par des dizaines de milliers de soldats, dont beaucoup venaient d'Afrique du Nord. Et le père de Philippe Séguin, l'aspirant Séguin, a été tué dans l'est de la France, alors que lui-même avait 1 an. Et sa mère était institutrice. Donc c'est un orphelin de guerre, pupille de la nation. Et il a vécu toute son existence dans le souvenir de ce père, qui était mort en 1944, dans des combats militaires, et dans une sorte d'épopée incarnée par De Gaulle, qui était, on a dit que c'était un mythe. Philippe Séguin ne pensait pas que c'était un mensonge historique. C'était l'idée que la France, malgré l'humiliation de l'occupation, malgré l'humiliation et les divisions du gouvernement de Vichy, de la France occupée, que le succès du général De Gaulle, de la France libre et de l'armée d'Afrique réunifiée avec les forces de la France libre, le succès de Gaulle avait été de faire en sorte que la France termine la guerre dans le camp des vainqueurs et non pas comme un pays vaincu et simplement un pays occupé, qu'elle soit assise à la table où a eu lieu la capitulation allemande et qu'elle participe au concert des nations après la fin de la guerre, qu'elle obtienne son siège de sécurité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce succès politique considérable qu'a obtenu De Gaulle, qui est un succès politique et militaire, Philippe Séguin considérait que ce n'était pas simplement, comme on a un peu tendance dans le débat sur l'histoire aujourd'hui à le dire, que ce n'était pas simplement une fiction, que c'était une réalité, puisque son père était mort dans le cadre de ces combats. Donc pour lui, c'était une réalité dans sa chair. Et je crois que c'est très important, parce que c'était un homme politique qui attachait énormément d'importance à l'histoire. Et son lien avec De Gaulle, avec la Ve République, c'est cette idée que la politique, c'est l'histoire en action. Qu'un peuple, une nation, un pays, n'existe dans le présent que parce que c'est une sorte de passé vivant, un petit peu de manière... C'est un petit peu une sorte de transposition de la philosophie de Bergson, dont De Gaulle était un grand lecteur, dans l'histoire, dans la politique. Et ça, c'est très important pour le comprendre, parce que Philippe Séguin sera quelqu'un qui fera toujours beaucoup de références à l'histoire, et qui défendra beaucoup l'histoire de France, en condamnant l'excès de ce qu'il appelait l'autoflagellation. Il était bien sûr pour une histoire qui reconnaissait tort, mais il considérait qu'il ne fallait pas non plus être dans une repentance permanente et que la France avait à assumer aussi un passé qui n'était pas qu'un passé d'occupation et de honte pendant la guerre. Donc 43, et il va grandir en Tunisie. Il va être enfant, adolescent jusqu'en 1955, où sa mère va quitter la Tunisie pour aller se remarier et pour devenir institutrice en France, mais il va vivre jusqu'à 12 ans en Tunisie, quelques-unes des plus belles années de sa vie, et il dira toujours que la Tunisie était son autre patrie, et que je crois que c'est une boutade qu'il aimait bien faire quand on lui disait si on vous nommait ambassadeur de Tunisie, ambassadeur de France en Tunisie, il disait je ne peux pas être ambassadeur dans mon propre pays, et ce n'était pas une pure fiction. Il aimait passionnément la Tunisie. On lui a même reproché quelquefois de ne pas marquer trop, par exemple, de distance avec le régime de Bourguiba, avec le régime de son successeur, mais il y avait une vraie passion pour ce pays, et sur son bureau, à la mairie d'Épinal, il y avait une photo de Bourguiba qui trônait en majesté, et ça c'est très important de le comprendre. L'Afrique du Nord, l'ouverture sur la Méditerranée, le mélange relatif, mais le mélange quand même,
des sociétés, puisque la société de Tunis, il a fait ses études dans un lycée français où il n'y avait pas de mélange total, mais quand même, il a vécu, il a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans dans un pays où il y avait un mélange des civilisations, et il est resté très attaché à ça. La vision qu'il aura pendant toute sa vie du rapport à l'étranger, de l'immigration, notamment quand il sera ministre des Affaires sociales, sera dominée par cette relation affective avec l'Afrique du Nord, qui échappait d'ailleurs à toute rationalité politique pour lui et qui le singularisait au sein de son propre mouvement politique. Et pendant son enfance, je prends ce point d'éclairage, je ne vais pas vous raconter sa vie année après année, rassurez-vous, mais c'est important de le comprendre. En même temps, il apprend à aimer la France de loin. Il apprend à aimer la France à travers son histoire. Il a un livre sur l'histoire de France qui date de la vie immédiate après-guerre, qui raconte toute l'épopée française au XXe siècle, depuis Clémenceau jusqu'à De Gaulle. Un livre un peu gaulliste du début des années 50. Et il apprend à aimer la France de loin, mais il apprend à aimer la France. Donc il aime la Tunisie, mais il aime la France. Et lorsqu'il va s'installer en France vers le milieu des années 50, il va souffrir un petit peu de ce sentiment que tous les rapatriés peuvent éprouver. Mais en même temps, la France, c'est déjà sa terre, son pays. Et donc ce double amour, c'est cet amour d'une France très nationale, très historique, très ancré dans l'histoire de l'Hexagone, et en même temps un amour de la très grande France, un amour de la Méditerranée. Et pour lui, il n'y a pas de contradiction, il y a une sorte de projection. Et en cela, ça le prépare évidemment à une adhésion à ce que va être la République gaullienne au début des années 60 et la conception développée par De Gaulle des relations internationales. Il grandit, donc il fait ses études en France, et comme sa mère est institutrice et que son beau-père, le second mari de sa mère, est instituteur aussi, eh bien, on le pousse vers le métier d'instituteur, et il entre dans ce cycle qui est encore un petit peu la formation des instituteurs à la fin de la 4ème République, à la fin des années 50, ça reste encore tout à fait assez proche de ce que ça pouvait être dans la tradition même de la 3ème République, une sorte de circuit de formation un peu autonome où on est pris en charge. Et il est sur ces sortes de rails qui doivent le conduire à être instituteur. Mais au bout d'un moment, il va vouloir autre chose. Il fait d'abord des études d'histoire à la faculté d'Aix-en-Provence, c'est un homme du Midi, et donc il reste un homme du Sud. Et à Aix, au début des années 60, lorsqu'il fait ses études d'histoire, c'est une université, un institut d'études politiques où vous avez des grands noms de la nouvelle histoire. Les grands noms de l'université, c'est le moment où l'école historique française a quelques-unes de ses plus belles personnalités à Aix. Mais ça ne lui suffit pas. Il est ambitieux pas au sens où il veut gagner de l'argent, où il veut détenir du pouvoir et de la puissance, mais il est ambitieux au sens où il est le petit chose arrivé en France et il veut jouer un rôle, et donc il va être attiré assez vite par la préparation de l'École nationale d'administration, qui au début des années 60 est une institution déjà un peu critiquée, mais extrêmement prestigieuse. Et il faut voir qu'on est au début de la Ve République, un État fort, un exécutif fort. L'État est incarné par De Gaulle, qui est le créateur de l'École nationale d'administration, qui voyait comme une sorte de West Point administratif. Et donc, il prépare ce concours qui, pour lui, est la voie royale vers des responsabilités publiques importantes, mais il le prépare avec un certain handicap, qui est qu'il est provincial, qu'il n'a pas fait de droit, et il va, en travaillant énormément, réussir le concours. Il va entrer à l'ENA en 1968. Entre-temps, il s'est intéressé à la politique. Après avoir un petit peu milité dans le milieu chrétien, du syndicalisme universitaire chrétien de gauche, je dirais, il s'est rallié assez vite à De Gaulle. Donc ce lien avec la Ve République, j'évoquais le lien historique à travers son père. Maintenant, je me réfère un petit peu au lien avec la 5e. Il est né en 1943, donc il a 15 ans au début de la 5e République, et il voit De Gaulle mener à terme le chantier monstrueux de la décolonisation, c'est-à-dire en 4 ans, arriver au terme d'analyses qui lui sont propres et aussi au terme d'un processus politique très compliqué, arriver à convaincre les Français qu'il faut passer à un autre modèle de puissance et quitter celui de la France de 100 millions d'habitants, celui de l'Empire, à un modèle qui est une France plus rétrécie sur le plan de l'espace, mais qui doit garder une aspiration à la grandeur, et ça lui plaît.
et il adhère à cette conception de la France. Il est partisan de la décolonisation parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre solution, même si toute sa vie, il dira qu'il y a une souffrance dont il verra l'exemple à travers ses grands-parents qui vivaient en Tunisie dans des conditions prospères, de bonheur, moral et matériel, et qui auront une fin assez misérable en France. Et donc ça n'empêche pas de voir les deux versants de cette réalité, et ça fait de lui un gaulliste. Et puis il était journaliste aussi, pigiste, pour gagner un peu sa vie, puis par intérêt, il a failli même à un moment donné peut-être verser dans le journalisme, mais il en gardera une connaissance du milieu des médias assez critique, il faut bien le dire, qui l'aidera ou ne l'aidera moins dans sa carrière politique. Il aura toujours des rapports complexes. Donc vous voyez, 43, le contexte, 55, la naissance de la Ve République, son histoire personnelle s'associe d'une certaine manière à l'histoire de la France, avec une certaine conception d'une France ouverte et en même temps qui renouvelle son modèle de puissance. Il entre à l'ENA en 68, et il y a un détail important de son existence qui est qu'il va faire son stage en Polynésie, et donc il ne voit pas mai 68. Il ne voit pas les événements de mai 68, il ne les verra qu'au retour, et au retour, il ne verra dans mai 68 qu'une comédie d'enfants gâtés, et donc il n'aura pas vu ces institutions de la Ve République qu'il admire, dont il est pénétré, cette idée d'un exécutif fort, d'un pouvoir dynamique, corrélé à une administration puissante, ce modèle, qui est le modèle de la Ve République tel que De Gaulle l'a conçu, il n'a pas vu vaciller au moment des événements de 68. Et donc c'est une particularité, je pense, psychologique qu'il aura dans le milieu politique, et il aura une sorte de foi ardente dans la force des institutions de la Ve et dans cette articulation entre l'administration et la politique. Il fait sa scolarité, il y a un classement, vous le savez, à la sortie de l'ENA, ce sont les élèves qui choisissent leur affectation et non les corps. C'est très critiqué en France, encore que c'est assez cohérent, on préfère que ce soit les élèves en fonction de leur mérite et non pas les corps qui les choisissent. Et lui-même disait qu'il n'aurait sans doute, lui, de petites choses venu de l'Institut d'études politiques d'Aix, il n'aurait jamais pu accéder à la Cour des comptes, grand corps de l'État, et tout ce qui s'ensuit, s'il n'y avait pas eu le classement. Donc lui, il défendait l'ENA et le classement parce qu'il était l'illustration d'un système qui, pour lui, malgré ses défauts, était ce qu'on appelle en France le système méritocratique. C'est un gros travailleur. Et ensuite, dans les années 70, il va assez vite s'intéresser à la politique, être au cabinet à l'Élysée, à l'époque de Georges Pompidou, et s'intéresser à la politique assez tôt en réalité, même s'il était assez évasif sur le moment où il avait décidé de se lancer en politique. Il est clair que c'est quelqu'un qui sautait toujours l'obstacle. Il voulait progresser. Il était viscéralement ambitieux, mais encore une fois, une ambition qui n'était pas une ambition d'une soif de pouvoir ou d'argent, mais une ambition de servir, de jouer un rôle dans cette aventure collective, et qui s'explique sans doute par son histoire personnelle, le père disparu, l'éducation de sa mère, toute une série de considérations qui ont joué, et sa connaissance de l'histoire. À l'Élysée, quand il est jeune conseiller, il va croiser quelques-unes des figures politiques qu'il retrouvera, notamment Jacques Chirac, qui est ministre de l'Agriculture, Édouard Balladur, qui sera Premier ministre, donc des personnalités politiques importantes, mais en même temps il est toujours un petit peu en marge, et c'est au cours de circonstances diverses qu'il va qui va se lancer dans les élections législatives, et devenir député des Vosges. Il aurait préféré être député du Var, il voyait toujours gros, il voulait une circonscription très convoitée, on lui a fait comprendre que non, c'était un peu gros pour lui, que c'était pas le moment, donc il s'est présenté dans une circonscription qui n'était pas son univers, son climat, son monde, qui n'était pas le monde de la Méditerranée, qui était un monde âpre, rugueux, mais où il va faire sa carrière politique comme député à partir de 1978 jusqu'en 2002, et à partir de 1983 comme maire de la ville chef-lieu, Épinal, une ville assez rude aussi, et dont il va complètement renouveler le format. Il va remodeler complètement cette ville, qui est une ville de province un peu éteinte. La région, le département, c'est une région en difficulté, qui subit la crise du textile, et où il va rencontrer la question sociale. Et il va se faire élire d'ailleurs sur un discours de vérité, en disant aux ouvriers du textile que, là aussi, c'est comme pour la décolonisation, on passe d'un monde à un autre,
et qu'il faut s'y préparer sans se résigner. Et ça sera une expérience très importante. Et il va être un député important pendant toutes ces années, et notamment pendant la période à partir de 1981, où la gauche, historiquement, prend le pouvoir en France, après 23 ans de pouvoir exercé par les gaullistes et leurs successeurs, par les présidents de la République de droite, entre guillemets. Il va jouer un rôle très important et se faire connaître par ses philippiques, par ses discours, par ses interventions et par son travail de fond. C'est un député qui travaille. 1986, lorsque la droite gagne les élections législatives et que se retrouve dans cette situation de cohabitation que j'évoquais tout à l'heure, qui est une aberration institutionnelle, le Premier ministre, Jacques Chirac, qui dirige donc le mouvement dans lequel Philippe Séguin inscrit son action, qui est le mouvement gaulliste, le Rassemblement pour la République, Jacques Chirac lui confie le ministère le plus lourd, finalement, peut-être pour qu'il s'y étouffe, disait Philippe Séguin, qui est le ministère, une sorte d'énorme ministère des Affaires sociales, où il faut qu'il traite d'un programme qui est un peu inspiré par le néolibéralisme américain et britannique de l'époque, en 86, alors que Philippe Séguin n'est pas du tout néolibéral, donc il est chargé de porter une politique dont il n'est pas forcément le porte-parole rêvé, mais tout ça c'est la politique assez logique finalement, et il va arriver à préserver un certain nombre de choses. De toute façon, il disait en 2 ans, avec un président de la République hostile, on ne peut pas faire grand-chose, mais ça va le former politiquement. Ensuite, sa carrière va se poursuivre par les 2 étapes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, avant d'être président de l'Assemblée nationale, il va y avoir le grand débat sur Maastricht, lorsqu'il va devenir véritablement, dans les années 90, une personnalité politique de premier plan, lorsqu'il faut ratifier le traité de Maastricht et faire prendre à la construction européenne un tournant tout à fait différent, tout à fait radical. Philippe Séguin va, à propos d'une question de procédure, une exception d'irrecevabilité, il dit ça ne peut pas être le Parlement qui décide d'une révision constitutionnelle aussi importante, puisque c'est la remise en cause du principe de souveraineté nationale. C'est engager la France dans un cycle tout à fait différent, où elle va s'inscrire de manière tout à fait différente, avec la perspective d'une union monétaire, d'un mode de fonctionnement de l'Europe qui va se traduire par des transferts de souveraineté. Il dit on remet en cause tout l'héritage de la Révolution. Il dit on peut faire ce choix, il le dit très ouvertement, c'est un choix qu'on peut faire, mais c'est un choix que seul le peuple peut faire. Et lorsqu'il tient ce discours, le 5 mai 1992, un discours de 2h30 à l'Assemblée nationale, qui est cité aujourd'hui de manière récurrente comme étant un très grand discours, à la fois par la qualité de la rédaction et de la rhétorique, et en même temps par le côté prophétique, puisqu'il annonce, je n'entre pas dans les détails, mais il annonce tout ce qu'on a vu depuis, c'est-à-dire toutes les difficultés de fonctionnement d'une construction européenne qui s'est accélérée en se décrochant des peuples, et selon une logique qui est une logique monétaire et financière, qui n'est pas une logique profondément politique. Tout ça, il l'a dit, et il a réussi à imposer, il était soutenu, il n'a pas été seul dans ce combat, mais c'est quand même lui qui était très au premier plan, il a réussi à imposer un référendum dont personne ne voulait en France, dans le milieu politique, parce que ce débat gênait tout le monde, à droite comme à gauche. Et ce référendum a failli être gagné, alors que tout le monde le disait perdu, en septembre 1992, puisque le oui est passé de très peu, et il est passé très clairement, au terme d'une campagne où Philippe Séguin était particulièrement performant. Il a sillonné la France, il a retrouvé ses qualités d'élève instituteur de jeunesse pour faire de la pédagogie sur un traité illisible, mais le non va gagner, le oui va gagner de peu, parce que François Mitterrand, président de la République, met tout son poids, y compris, comme Philippe Séguin l'a dit, pas sur le moment mais plus tard, mais comme on le sait aujourd'hui, y compris en jouant de la révélation de sa maladie. Cette interaction entre les 2 corps du roi est assez étonnante, et François Mitterrand va faire peser le fléau de la balance du côté du oui, mais à très peu de choses. Et Philippe Séguin va être ensuite l'homme du non à Maastricht, ce qui est à la fois une force pour lui en termes d'image politique, parce que c'est un homme qui a acquis ainsi une notoriété considérable et qui a acquis cette image d'homme de conviction, et en même temps, c'est un homme qui va avoir l'étiquette d'anti-européen qui va lui coller à la peau, et qui va en particulier être un obstacle pour l'accès à des responsabilités comme celle de Premier ministre dans les années 90. Voilà comment le personnage de Philippe Séguin s'est construit. Ensuite, il va être un personnage à la fois très présent
et très encombrant, très présent dans les années 90. Il y a plusieurs livres de journalistes qui sont consacrés à Philippe Séguin. Il y en a 5 ou 6 en l'espace de 6-7 ans. Il est président de l'Assemblée nationale. François Pinte s'en souvient. Et il est un président actif pour qui le verbe est un moyen d'action politique. Mais en même temps, il est un président de l'Assemblée nationale loyal vis-à-vis de la majorité à laquelle il appartient. Et donc c'est un rôle très, très complexe, très attaché aux institutions. Il veut renforcer le rôle du Parlement, le rôle de l'Assemblée nationale. Il fait des réformes importantes. Il veut renforcer le rôle de l'Assemblée nationale parce qu'il considère que c'est l'institution dont il a la charge, mais il veut renforcer ce rôle dans le respect des institutions de 58, c'est-à-dire que l'exécutif doit être quand même la force motrice et l'Assemblée nationale la force de contrôle et de débat. Et c'est pour le faire respecter les institutions qu'il s'oppose en 1997 à une initiative malheureuse que nous avons vécue de près, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale par commodité politique par Jacques Chirac, un an avant l'échéance normale. Les institutions avaient déjà subi les épreuves de la cohabitation, de 2 cohabitations, cet antagonisme entre les 2 têtes de l'exécutif qui est contre nature. Et là, les institutions subissent l'épreuve d'une dissolution malheureuse, faite un peu sur le modèle britannique, alors que ce n'est pas le modèle britannique qui fonctionne en France. Les Français ne comprennent pas pourquoi on les convoque un an plus tôt pour voter aux législatives, en leur disant qu'ils auront le même Premier ministre dont ils ne veulent plus, mais là qu'ils l'auront pour 5 ans. Tout cela est une opération condamnée d'avance, et Philippe Séguin dit que c'est une erreur politique, mais il dit surtout que c'est une erreur institutionnelle. Et ce sera là aussi une façon de marquer l'histoire, et en même temps de se marquer comme quelqu'un qui est un empêcheur de tourner en rond. Ensuite, il va prendre la présidence après l'échec de la droite aux législatives, nouvelle cohabitation de 5 ans avec un Jacques Chirac particulièrement ligoté, et qui a une majorité parlementaire différente. Et c'est la période que Philippe Séguin va choisir, sans doute c'est une idée malheureuse, pour prendre la présidence du grand parti d'opposition qui est le Rassemblement pour la République. Il n'est pas fait pour diriger un parti. Le mouvement est peuplé de personnalités qui sont plutôt dévouées au président de la République, Jacques Chirac, et qui voient dans Philippe Séguin, qui est de son côté, mais il voit dans Philippe Séguin comme un rival possible pour des présidentielles futures. Tout ça fait qu'il n'est pas à l'aise et qu'il quittera avec fracas sa présidence de parti en 1999, et qui fera une tentative malheureuse pour revenir un peu sur la scène avec les municipales en 2001. Je n'insiste pas sur ce passage un peu fâcheux, mais qui l'a définitivement écarté de la politique, qu'il quitte en 2002 pour retourner dans son corps d'origine, la Cour des comptes, et ensuite devenir premier président de la Cour des comptes. Il meurt en 2010 comme premier président de la Cour des comptes. Donc, vous voyez, un lien assez étroit avec l'histoire institutionnelle, et puis à un moment, un lien, il dévie par rapport à l'évolution des institutions, parce qu'il considère qu'elles trahissent d'une certaine manière l'esprit originel de 1958. Lorsqu'il quitte la politique en 2002, le Rassemblement pour la République disparaît pour céder la place à un nouveau mouvement qui est plutôt réorienté vers le centre et qui perd un petit peu sa substance gaulliste, ce qu'il en demeurait, l'UMP, et il refuse d'adhérer à ce parti politique qu'il considère comme totalement en rupture avec ce qu'était le mouvement gaulliste. Ce qui m'amène au deuxième point, et donc un peu ce que représente Philippe Séguin aujourd'hui pour la compréhension des institutions, de la vie politique, de ce qu'est la France et des débats actuels. Philippe Séguin, pour dire que c'est aussi que ce n'est pas, pour faire cette transition entre la vie et le fond politique, ce qu'il peut représenter aujourd'hui, l'intérêt que peut présenter l'étude de cette personnalité aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient beaucoup, et quand le livre que j'ai fait est sorti, quelque chose qui m'a été beaucoup dit et qui m'irrite toujours, c'est que c'est un destin inachevé, ou un destin manqué, trop tôt interrompu, parce que c'était quelqu'un d'à la fois très autoritaire et très velléitaire, un caractère impossible. Je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai, c'était un caractère impossible. Un homme qui, en quelque sorte, s'est autodétruit dans son destin politique et qui a beaucoup déçu des gens qui étaient prêts à le suivre, ce qui n'est pas totalement faux, mais simplement pour rappeler qu'il est mort à 66 ans.
Donc dire qu'un destin politique en France est inachevé, même si nous avons un très jeune président de la République, dire qu'en France un destin politique est inachevé à 66 ans, non. Ensuite, il y a des considérations de santé, de contexte, mais sa vie n'était pas en elle-même terminée, et il était toujours considéré quand il est mort, et d'où ce retentissement qu'ont eu ses funérailles, qu'ont eu sa mort et ses funérailles, était toujours considéré comme un recours possible. Quand il est mort, on était au milieu du mandat de Nicolas Sarkozy en France. C'était un moment où ça patinait un peu, et où l'idée qu'il puisse y avoir une sorte de Premier ministre de recours, une sorte de figure emblématique revenait, et le nom de Philippe Séguin était souvent dans les esprits. Parce qu'il incarnait, c'est un petit peu cela sur le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, il incarnait, alors on a dit un gaulliste de gauche, c'est-à-dire un gaulliste. Qu'est-ce que c'est un gaulliste ? En France, c'est un disciple du général de Gaulle, en principe. C'est-à-dire quelqu'un qui croit que l'histoire de France n'est pas finie. Ça permet de sélectionner un petit peu. Que l'Europe doit être construite à partir des peuples. De Gaulle, j'ai retrouvé cette revue américaine, universitaire américaine, l'université du Collège de La Salle à Philadelphie, qui date de 1971, une revue assez extraordinaire de jeunes universitaires américains qui commentent la mort de Gaulle quelques mois après la mort de De Gaulle, au début 71. Et il y a un article qui était fait par Richard Clury, qui était professeur de sciences politiques au Collège de La Salle, et qui fait un long article qui s'appelle De Gaulle, la presse américaine contre De Gaulle. Et c'est un article très intéressant à lire parce qu'il montre à quel point la presse américaine, entre 58 et 69, n'a cessé de faire le procès de Gaulle pour de mauvaises raisons. Il dit en particulier, on reproche à De Gaulle d'avoir été contre l'Europe alors qu'il était le seul à concevoir. Alors c'était en 71, mais je ne pense pas qu'on ait tellement changé depuis. Il était le seul à avoir proposé un vrai projet politique. De Gaulle considérait qu'on ne pouvait faire de fédération qu'à partir d'une confédération, qu'il fallait commencer par une confédération pour faire ensuite une fédération. Il donne aussi comme exemple le reproche fait à De Gaulle de s'être opposé à la Grande-Bretagne, à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Et il rappelle, cet universitaire, des choses que moi-même j'avais perdu de vue. C'est que De Gaulle n'était pas hostile. Il avait même dit à Edward Heath, qui était négociateur britannique, qui serait Premier ministre ensuite, il avait même dit « vous ferez entrer votre pays dans la communauté économique urbaine ». Il disait qu'il n'était pas du tout contre. Il disait que simplement, les Britanniques n'étaient pas prêts à en accepter les contraintes. Et effectivement, quand on relit les positions de Gaulle, et il y a une relecture, et tout cela, ça définit une certaine conception du gaullisme qui est d'une certaine actualité. Et Philippe Séguin portait tout cela, mais bien sûr, c'était dénaturé, puisqu'on disait immédiatement anti-Maastricht, donc anti-européen, et social, gaulliste social, donc gaulliste de gauche. La question lui a été posée, il a dit « je ne suis ni de gauche ni de droite, je ne crois pas être un gaulliste de gauche ». Il disait « on me dit souvent que je suis le Pierre Mendès France, une sorte de Pierre Mendès France du gaullisme, c'est-à-dire un homme politique très intelligent, très brillant, avec des idées très réalistes, mais dont le tempérament, que son tempérament n'a pas permis, à qui son tempérament n'a pas permis de faire la carrière qu'il aurait pu faire, ça l'agaçait un petit peu aussi. Mais il disait non, je ne suis pas gaulliste de gauche, et à la limite, le gaullisme social, c'est une sorte de pléonasme. Le gaullisme est social. Et donc, ça fait partie aussi d'une vision très politique de l'Europe, c'est la conception du gaullisme telle que Philippe Séguin l'a portée, qui est la vision authentique du gaullisme, une vision des institutions où l'exécutif est quelque chose de fondamental, et l'articulation entre l'exécutif et l'administration. L'État, il y a un mot, Philippe Séguin vouait non pas un culte, mais une véritable... parlait de l'État toujours. Il était haut fonctionnaire de formation et d'origine, mais ce n'était pas un hasard de l'histoire. Je disais tout à l'heure qu'il était un des seuls, sinon le seul homme politique issu de l'ENA à ne pas attaquer l'ENA, mais à la défendre. Ce n'était pas simplement par esprit de contradiction, même s'il y avait un peu de ça par un moment, mais c'était aussi parce qu'il considérait que c'était une arme technique, West Point, administratif, tel que De Gaulle l'avait conçu. Donc, un exécutif fort
articuler avec une administration forte, l'ensemble formant un État fort. Donc il pensait qu'en France, l'expérience démocratique était inséparable d'un État fort. Deuxième élément, donc une Europe politique. Une Europe politique qui commence par être une association de nations pour devenir ensuite quelque chose de plus profond dès lors que les peuples adhèrent au processus. Et puis, une démocratie sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. En France, on évoque souvent une politique qui a été lancée, tentée dans les années 60 par De Gaulle, qu'on appelait la participation, et qui allait bien au-delà d'une participation au sens participation des bénéfices. Pour De Gaulle, il s'agissait de redéfinir les droits des travailleurs dans quelque chose de très différent, puisque De Gaulle, notamment dans ses mémoires d'espoir, qui composent après son départ du pouvoir, qui sont restés inachevés, De Gaulle dit la participation, la dimension sociale de la démocratie, c'est la seule façon de rendre le capitalisme supportable. Il disait le capitalisme a quelque chose d'insupportable par nature, et s'il veut être supportable, et à l'époque il pensait à la confrontation idéologique entre l'Est et l'Ouest, mais aujourd'hui c'est une confrontation du capitalisme avec des réalités différentes mais tout aussi puissantes, une confrontation du capitalisme avec lui-même, avec la mondialisation, la confrontation entre les peuples et le capitalisme. Il disait la dimension sociale est fondamentale, il faut trouver une forme de conception de la société. Et chez De Gaulle, ce n'était pas un artifice de langage. Il l'avait dit dans son discours d'Oxford en 1944. Il a porté, ça c'est quelque chose qu'en France, le milieu politique, y compris le milieu politique qui se disait ou qui était d'inspiration gaulienne, a oublié assez tôt. Il n'a pas été simplement, en 1944-1946, lorsqu'il dirige le gouvernement provisoire de la République française et qu'on met en œuvre les projets de la résistance en France, alors que le pays n'est pas encore totalement libéré jusqu'au printemps 1945, lorsqu'on crée la sécurité sociale, lorsqu'on fait un certain nombre de grandes réformes, il ne couvre pas seulement des opérations qui sont nécessaires parce que la résistance, le Parti communiste est puissant, etc. Il y croit. C'est-à-dire qu'il croit qu'il y a une dimension sociale dans la démocratie, que la démocratie a une dimension sociale. Et sous la Ve République, il y croyait ardemment. Et le référendum qui a conduit De Gaulle à quitter le pouvoir en avril 69 avait cette dimension. Donc Philippe Séguin incarne ça aussi. Donc ça l'agaçait quand on disait qu'il était un gaulliste de gauche et aussi qu'il était un gaulliste social. Parce que je crois que d'une certaine manière, il considérait qu'il était gaulliste tout court et que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas perdre. C'est ce qu'il a placé en confrontation avec une figure de la politique française que les Français connaissent bien et que nos amis étrangers ont peut-être croisé à travers les actualités, qui est Alain Juppé, qui était son grand rival au sein de la droite française dans les années 90, qui était Premier ministre en 1995 et mêlé très étroitement à la fâcheuse dissolution que j'évoquais. Alain Juppé, c'était effectivement une autre conception de l'évolution politique. C'est-à-dire que Alain Juppé, je crois, avec sincérité, considérait que la version traditionnelle de la Ve République, du gaullisme, était dépassée et qu'il fallait aller vers quelque chose de plus libéral, de plus central dans l'espace politique, et d'une certaine manière de moins social. Et même si il était quand même encore dans un certain équilibre. J'ai retrouvé un personnage pour essayer de faire comprendre cette dimension sociale du gaullisme et d'une certaine forme de conservatisme. Il y a un personnage avec qui j'aime bien faire un parallèle, c'est Disraeli. Disraeli et la Tory-démocratie et cette idée qui est encore assez vivante, quoique un peu déformée dans la tradition politique britannique, d'un conservatisme à dimension sociale, que Disraeli a incarné pendant plusieurs décennies au XIXe siècle, idée qui était reprise par Randolph Churchill, le père de Winston Churchill, et qui était reprise par Churchill. Lorsqu'il était à la fin de la guerre, il a dit, au début de la biographie de son père, quand il a réédité la biographie de son père, Randolph Churchill, député mort tôt, destin politique, là aussi encore plus tôt, avorté encore plus tôt, Churchill écrit dans la préface de la biographie de son père, qui est rééditée au début des années 50, il dit la Grande-Bretagne, elle doit chercher de nouvelles voies de grandeur, puisque le modèle impérial auquel Churchill était très attaché ne peut plus évoluer de la même façon.
Et il y a une forme de grandeur dans la construction d'une unité sociale, dans la construction d'un modèle social. Churchill avait cette dimension sociale qui ressemble beaucoup à ce qu'est le gaullisme en France et qui venait de Disraeli. Disraeli avait écrit un roman dans les années 1840 qui s'appelait Sibylle ou les deux nations, et il parlait de ces deux nations en guerre l'une contre l'autre, qui était la nation anglaise, les deux nations formant l'Angleterre en guerre l'une contre l'autre. Cette idée, dans un même peuple, dans une même société, il peut arriver un moment où il y a une telle fracture qu'il y a deux nations qui se forment antagonistes. C'est une sorte de préfiguration de ce qu'on appelle la France périphérique aujourd'hui. Et il y a de ça dans le gaullisme social et la façon dont Philippe Séguin le porte, et qui est le parallèle est assez parlant. Il y avait d'ailleurs dans la politique anglaise à l'époque un homme que Disraeli a contribué à faire tomber politiquement, qui était Robert Peel, et dont il disait qu'il était un conservateur caméléon. C'était un conservateur qui laissait en quelque sorte les fondements de ses convictions se influencer par l'esprit du temps, ou se laisser aspirer par le climat politique général. Et il me semble que ça reflète tout à fait ce qui s'est passé dans les années 90-2000, notamment avec la transformation de la droite, avec son recentrage un peu eurolibéral. C'était une sorte de conservatisme un peu caméléon, et Philippe Séguin incarne non pas un conservatisme, le mot en Angleterre, en Grande-Bretagne, en anglais n'a pas le même sens qu'en France, mais en tout cas ce qu'on peut appeler une sorte de gaullisme à dimension sociale. Il a incarné une certaine fixité, une certaine stabilité de cette conception. Il me semble, c'est un peu là-dessus que je voudrais terminer, il me semble que ce n'est pas démodé tout cela, que c'est quelque chose qui correspond à des débats très actuels. L'idée des deux nations, l'idée que l'articulation entre un modèle social et un modèle démocratique, qui est à la base du projet de 1945, qui est un projet très, très, très fortement, qui n'est pas seulement un projet, encore une fois, extérieur à De Gaulle, qui est un projet auquel De Gaulle souscrit en 1945, parce qu'il émane de mouvements de résistance dont il est lui-même en partie l'incarnation, et qui viennent d'une très profonde tradition française. Il me semble que c'est très actuel, hein, cette sorte de fracture. Ce qui est très actuel aussi dans le propos de Philippe Séguin, dans le propos gaulliste, c'est le rôle de la fonction présidentielle. Philippe Séguin, comme d'autres avant lui, considérait qu'il y avait une ambiguïté dans les institutions de la Ve République, qui était que deviendra-t-il du rapport de force entre le président de la République et le système parlementaire, qu'adviendra-t-il de la fonction présidentielle? Il me semble, contrairement à ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, vous savez que cette année, c'était non seulement les 50 ans de mai 68, mais ça va être les 60 ans de la Constitution. Et le discours à la mode, depuis toujours, c'est de dire des institutions exceptionnelles, faites pour un homme exceptionnel, De Gaulle, et donc qui étaient fatalement amenées à évoluer. Il me semble que c'est une conception un peu erronée, parce qu'il y avait en fait un certain nombre de compromis tacites qui ont été brisés par la pratique institutionnelle, par les cohabitations, par un certain nombre d'erreurs institutionnelles qui ont été faites. Et il me semble que la présidence, la façon dont la fonction présidentielle a pu être exercée au cours de ces dernières années, jusqu'à aujourd'hui, je n'entrerai pas dans les détails, ne correspond pas au modèle gaullien, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et Philippe Séguin considérait quand même que l'ambiguïté était grande, et lui, il était partisan de l'évolution vers un système présidentiel américain. Il croyait que c'était inévitable. Il pensait qu'il y avait deux choix. Il y avait un vrai régime parlementaire, un vrai régime présidentiel. Il penchait plutôt pour le régime présidentiel par tempérament. Mais il disait attention à ne pas avoir un régime présidentiel amputé de ses avantages et avec ses inconvénients. Il disait il faut un vrai régime présidentiel, d'ailleurs sans Premier ministre, pas de pouvoir de dissolution, mais pas un système mixte qui aboutit à quelque chose de constitutionnellement inqualifiable et instable. Donc il y avait ça, qui est aussi quelque chose qui nous renvoie au débat actuel sur le sens des institutions, de ce qu'est le gouvernement de la France aujourd'hui, que personne ne sait caractériser en réalité, dont personne ne peut prédire l'évolution. Autre élément, j'ai parlé de la dimension sociale, il y a un autre élément qui pour le coup a disparu du débat politique, c'est là-dessus que je voudrais terminer,
et qui, à mon avis, est quand même essentiel en France, c'est le rôle de l'État. Aujourd'hui, dans le débat politique, et c'est quasiment universel, c'est-à-dire que presque toutes les formations politiques marchent sur le même système. On est dans une critique systématique de l'État assimilé d'ailleurs au service public, où on mélange tout, les collectivités locales, l'État central, les établissements publics, la SNCF, la RATP, Air France, enfin une sorte de truc qui n'a plus aucune espèce d'identité. Bon, l'État, dans le système gaulien, dans la conception que s'en faisait Philippe Séguin, c'est l'administration d'État, articulée à un pouvoir institutionnel politique fort, avec lequel il fait corps. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de discours sur l'État. Alors, à droite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a eu un petit peu, et c'est assez intéressant de voir à quel point, sous l'influence d'ailleurs d'un conseiller de Marine Le Pen qui a quitté le Front National, à quel moment on a vu à un moment donné le Front National s'emparer, prendre à la tradition gaulliste ce qui lui appartenait, c'est-à-dire ce discours sur l'État fort. Mais je pense que c'est retombé un petit peu depuis, c'est reparti avec la personne que j'évoquais. Mais sinon, c'est une critique globale, et il n'y a pas de discours positif sur le rôle de la puissance publique. Et Philippe Séguin, comme tout gaulliste authentique, pensait que c'était quelque chose qui était consubstantiel à l'aventure démocratique française. En France, l'idée qu'il y a un État fort qui est garant de la cohésion nationale, de la cohésion territoriale, c'est quelque chose qui pour lui est vital. Il n'aimait pas le pluriel, le territoire et pas les territoires. Enfin, une idée, une conception quand même de la République extrêmement précise et construite. Et ça, c'est quelque chose dont l'étude d'un homme comme Philippe Séguin nous permet de parler, ça permet de réfléchir, et qui a disparu du débat politique et qui est problématique. Parce que nous sommes quand même dans un pays qui a vécu pendant 2 ans et voté sous état d'urgence. Donc ça amène à poser quelques questions sur le rôle de la puissance publique qui est demeuré très important et la façon dont en même temps, si j'ose dire, elle est évacuée du débat démocratique. Voilà, il y a tous ces aspects qui, je pense, viennent éclairer un petit peu, nous aident à éclairer la situation de la France aujourd'hui. Il me semble que c'est un phénomène de cristallisation. Philippe Séguin, comme De Gaulle, dans son ordre, qui était évidemment exceptionnel, était lui aussi un point de cristallisation. C'est-à-dire essayer de raisonner en... Le gaullisme, c'est pas De Gaulle, le gaullisme, et ce que Philippe Séguin incarnait dans l'histoire du gaullisme, c'est pas simplement un moment de l'histoire, les années 60, quelque chose qui était un peu secoué par 68, et qui aujourd'hui fait un peu vieillot et dépassé. C'est un point de cristallisation dans l'histoire de France, un moment où la France arrive enfin à bâtir un modèle institutionnel qui marche. De Gaulle aimait bien rappeler, il le dit au début des Mémoires d'Espoir, que la France, en l'espace de 150 ans, avait connu 16 ou 17 constitutions et qu'il n'y avait aucune autre démocratie au monde qui était dans la même situation. Donc, c'est un point de cristallisation important, mais ce n'est pas seulement un moment historique. Et c'est un petit peu sous cet angle que j'avais placé un peu mon propos d'aujourd'hui. Ça laisse penser qu'en réalité, le phénomène de maturation démocratique n'est pas achevé en France. C'est-à-dire que nous vivons dans un pays dont nous ne savons pas définir les institutions. Je mets au défi n'importe quel constitutionnaliste de dire dans quel régime nous vivons. Dans un pays où le rôle de l'État, où la nature de la société, tout cela reste dans un niveau de débat, me semble-t-il, très infantile, public contre privé, État contre collectivité. Il y a un défaut de maturité démocratique qui laisse penser que l'entreprise qui était faite en 1958 de reconstruction institutionnelle est restée inachevée. Et il me semble que c'est ce que voulait dire Philippe Séguin. Un jour, il m'avait dit, dans un moment de découragement, quand il était président du RPR, il avait beaucoup de moments de découragement, et il m'avait dit, on n'est pas encore au fond du trou, et pour en remonter, il m'avait dit cette phrase, il m'a dit, il faudrait une guerre. Il voulait dire qu'en France, on arrivait
rebâtir des choses puissantes que dans des situations de crise majeure. Voilà. Et ça, c'est quand même le propre d'un pays qui n'a pas atteint sa maturité démocratique. Et il me semble que ce sont ces choses-là qu'on vit, qu'on peut percevoir à travers le destin inachevé pour des raisons purement accidentelles de Philippe Séguin. Voilà, je vous remercie.